Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur la chaîne de François Carlier, Esprit Logique, et sur l'émission d'enregistrement d'entretien avec des personnes qui ont des choses intéressantes à raconter. Aujourd'hui, on va parler de l'assassinat du président Kennedy pour cette émission Faut qu'on discute. Et l'invité d'aujourd'hui, que je remercie pour essuyer les plâtres de cette émission, c'est Monsieur Bertrand Maury, un ami que je connais depuis maintenant peut-être plus de 20 ans, qui fait partie de cette génération de spécialistes de l'assassinat du président Kennedy, cette première génération qui a tourné autour des années 2000, les débuts d'Internet et des premiers sites Internet consacrés à l'assassinat du président Kennedy et des forums, il nous en parlera, notamment pour ceux qui s'en souviennent, il y avait le forum de Tam et le forum de Monsieur Pierno également. Et Bertrand Maury, je l'ai connu à cette occasion-là. Bertrand Maury, qui est un spécialiste de l'assassinat du président Kennedy, et enfin, il vous le dira lui-même, c'est quelqu'un qui, à l'été 1990, était à Dealey Plaza pour justement voir un peu les lieux du drame. Il va nous en parler. Alors, cette émission, cet entretien va s'articuler autour de 4 grandes questions. Je vais lui demander de se présenter, bien sûr. Après, je lui demanderai de nous raconter son parcours intellectuel dans l'assassinat du président Kennedy, comment il a commencé, et quelle a été l'évolution par ses lectures ou les choses qu'il a pu découvrir. Ensuite, je lui demanderai quelle est sa position aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit, nous, en tant que spécialistes, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous dit que c'est Oswald qui a tué Kennedy? Est-ce qu'il nous dit qu'il y a eu un complot? Est-ce que c'est la CIA? Il va nous dire ce que lui, il conclut. Ensuite, évidemment, je vais lui demander quels sont les arguments qui appuient sa position aujourd'hui. Voilà. Et puis, ensuite, je lui demanderai s'il a des anecdotes sur son parcours, s'il a des choses intéressantes à ajouter que j'aurais oublié de lui demander. Voilà, en gros, comment va se dérouler cet entretien. Bertrand, bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors bonjour, comme tu l'as dit, je m'appelle Bertrand Maury, je suis un passionné depuis un peu plus d'une vingtaine d'années par l'assassinat de John Kennedy, du 35e président des États-Unis. Et voilà, depuis une vingtaine d'années, en fait, j'étudie l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en lisant les documents officiels, des bouquins, enfin tout ce qui sort dessus, et surtout en fait les documents officiels, puisque c'est ce qui permet d'étudier le dossier, en fait. Voilà, disons sommairement. D'accord, entendu. Et alors, quel a été ton parcours alors, dans cette histoire? Quel a été ton parcours? Justement, j'ai commencé à m'intéresser en détail à l'assassinat de Kennedy en 2001, à l'été 2001, 2001, à oui. la suite de la lecture du roman de James Ellroy, American Tabloid, qui m'a passionné, parce que c'est un bouquin bien écrit, etc. Enfin, moi qui suis un grand amateur de romans policiers et de romans noirs, ce bouquin m'a passionné. En plus, voilà, ça parlait de l'assassinat de Kennedy, qui est une affaire qui m'intéressait depuis un peu que je suis gamin, quoi, mais que je n'avais jamais étudié dans les détails. D'accord. En fait, voilà, pour moi, c'était un complot. Bon, j'avais mon opinion, mais basée vraiment sur quelques trucs que j'avais entendus ici ou là, dans la presse surtout, la presse et la télévision. Et en lisant ce bouquin, je me suis dit, on était presque 40 ans après, à l'époque, 38 ans après, je me suis dit, 38 ans après, dans un pays comme les États-Unis, on doit quand même connaître un peu de la vérité. Tu vois, on doit savoir qui a tué Kennedy. Et comme c'était les débuts, un petit peu les débuts d'Internet, tout ça, donc tout de suite, j'ai été voir sur Internet ce que j'allais trouver. Et là, ma grande surprise, j'ai commencé par trouver le forum de Cannes, forum en français, où il y avait d'autres passionnés qui parlaient de ça. Et donc, voilà comment, petit à petit, moi aussi, j'ai participé au forum en posant des questions très bêtes, très naïves au départ. En ayant des positions au départ de l'ignorant. D'accord. Et petit à petit, voilà comment je me suis intéressé à l'assassinat de Kennedy. Et au bout d'un an, parce que j'avais fouillé partout, au bout d'un an, je me suis procuré le rapport Warren, en français, qui existait en français, il y a une version en français, du rapport Warren.
quand j'ai lu le rapport Warren, alors apparemment j'avais lu que 2 ou 3 bouquins complotistes en français, celui de William Raymond, le premier qu'il a fait, je ne sais plus comment il s'appelle, L'autopsie d'un crime d'État ou un truc comme ça, celui de Thierry Lenz, j'avais trouvé quand même nettement plus mieux structuré. Et puis, je sais pas, deux, trois trucs que je me rappelle tellement bien. Et donc, au bout d'un an, voilà, en 2002, je lis le rapport Warren, et je trouve que tout le mal qui se disait du rapport Warren, en fait, moi, je lisais une histoire enfin cohérente. Ça ne veut pas dire que tout de suite, j'ai adhéré au rapport Warren, mais j'ai trouvé que le rapport Warren, finalement, il y avait quand même des cohérences. Et puis, ce qui me choquait aussi, c'est que certains arguments avaient déjà été traités, certains arguments complotistes ou arguties complotistes, avaient déjà été traités dans le rapport Warren. Tout à fait. Donc, voilà, ça a commencé à me titiller. Et au même moment sont apparus alors des sites comme History Matters, le site de l'ARC, celui de Marie Perel, etc., où on a eu à disposition non seulement les rapports officiels, mais surtout tous les volumes d'annexes. Exactement, oui, tout à fait. Ce qui m'a permis, dans ce cas-là, d'aller moi-même vérifier qui disait la vérité entre les complotistes et le rapport Warren, finalement. Qu'est-ce qu'il racontait le plus objectivement possible, si on peut parler dans ces termes, enfin. Et petit à petit, donc c'était un travail de fourmi, j'ai passé des nuits parce que je vérifiais vraiment des détails, des fois insignifiants, mais que je n'avais pas compris. Et petit à petit, oui, le rapport Warren est beaucoup plus proche de la vérité que, par exemple, ce qu'on lit dans le premier bouquin de William Raymond, où il y avait des choses qui me paraissaient en plus assez folles. Oui, j'avais lu aussi la traduction du bouquin de, comment il s'appelle, Mark Lane, le fameux L'Amérique fait appel, non? Voilà. Voilà. Okay. J'avais lu un bouquin réputé, là aussi, j'avais lu la traduction française. Bon. Et donc, je me suis mis à comparer à la fois ce que je disais dans les bouquins, à la fois les arguments des intervenants dans le forum, et en lisant vraiment à chaque fois les témoignages, tout ça, dans le rapport Warren, qu'est-ce qui disaient les témoignages notamment. Et petit à petit, ben oui, je me suis aperçu que voilà, le rapport Warren, il mentait pas. Non seulement il y avait de la cohérence, mais il ne mentait pas autant qu'on le prétendait, et surtout il n'était pas aussi mauvais que beaucoup de gens qui finalement ne l'ont pas lu ont bien voulu bien le décrire. Parce que quand j'entends des gens, et aujourd'hui je suis révolté, quand j'entends des gens partout, mais dans les médias mainstream, etc., nous dire que le rapport Warren est un tissu de mensonges, enfin, il n'est pas parfait le rapport, il est loin d'être parfait, mais quand même il y a des choses, enfin, c'est un rapport officiel, et il y a des choses voilà, très cohérentes dans ce rapport. Tout à fait. Et en tout cas, ce que tu nous racontes, c'est honorable parce que tu as eu une attitude intellectuelle honnête, avec beaucoup de doutes au départ, que tu as cherché à vérifier. Donc tu es allé à la source, et ça c'est génial parce que tu t'es pas contenté de sources secondaires, tu cites William Raymond, Thierry Lenz ou Mark Lane, hein, mais tu es allé vérifier, et c'est cette analyse et cette vérification qui t'a amené effectivement à te rendre compte que certaines choses étaient finalement déformées. Et ça c'est intéressant comme processus. Oui. En fait, à partir de ce moment-là, jusqu'à la lecture du rapport Warren, finalement, je me plaçais comme n'importe quel petit internaute, enquêteur moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Une fois que j'ai eu le dossier, je me suis placé en tant que juré. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est Dans la intéressant. position du juré, je sais que d'autres avaient fait les enquêtes, que pas moi, dans mon petit studio à Paris, puisqu'à l'époque j'habitais à Paris, qui allait trouver la vérité sur l'assassinat de Kennedy.
Et donc là, le dossier, l'accès au dossier, mais vraiment tout le dossier, c'est-à-dire le rapport Warren, celui du HFCA, les autres rapports derrière, mais et surtout leurs volumes d'annexes, qui sont quand même très très importants, très voilà. Euh, j'ai pu les lire, pas tout, parce que je pense que même Liviosi n'a pas tout lu dans voilà, même toi, enfin, c'est impossible. Mais voilà, ça nous permet d'aller à la source et de vérifier. Oui, voilà, exactement. Que dans l'affaire Kennedy, il y a tellement de légendes, enfin tellement de choses totalement enfin incongrues, etc., qu'il y a des tas de choses à vérifier. N'importe quel petit détail, il faut aller le vérifier. Vrai, vrai. Et tu dis quelque chose de juste. Tu dis il y a beaucoup de légendes et je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes finalement aujourd'hui dans cette histoire de l'assassinat de Kennedy. Exact. Alors voilà enfin, D'accord. comment mon parcours intellectuel, comment il a évolué. Et D'accord. au fur et à mesure, ça m'a pris 2 ou 3 ans. Enfin, j'éliminais toutes les pistes. Voilà, c'était aussi une élimination des pistes. Par exemple, la balle unique, bon, j'ai mis du temps tu vois, à essayer de comprendre comment tout Mhm. ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant dans l'affaire Kennedy, c'est que, par exemple, dans la théorie enfin, quand on étudie la théorie de la balle unique, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un trou d'entrée, un trou de sortie à la base. Bien sûr, oui. Voilà, enfin, comment fonctionne une autopsie, comment, voilà. Donc, ça nous fait intéresser à d'autres choses en même temps. Donc voilà, après, moi j'ai totalement la balle unique finalement, je l'ai accepté alors que j'étais encore complotiste. D'accord. Mais D'accord. Tu as voilà, accepté. c'était un processus vraiment, chaque fait, chaque détail que j'ai étudié, je continue aujourd'hui d'en étudier. Euh, à chaque fois, je tombe sur le même truc, les complotistes disent n'importe quoi. Mhm. Et voilà, j'en viens toujours aux mêmes conclusions. D'accord. Alors justement, ça c'est intéressant. Donc voici la deuxième question. Quels sont après ce travail qui a duré des années de vérification, de recherche et d'instruction, où tu t'es penché sur les documents et tu as 2 ou 3 ans. lu des livres, quelles sont tes conclusions aujourd'hui? Mes conclusions, elles sont très simples. Lee Harvey Oswald est le seul unique assassin de John Fitzgerald Kennedy. Ce sont les conclusions d'ailleurs de la commission Warren, mais on ne le dit pas assez, aussi du HFCA. Oui, c'est vrai. Aussi du HFCA, qui conclut à un complot, mais un complot délirant. Mhm. Un autre tireur qui aura raté l'acide. Un tireur d'élite envoyé par la mafia ou la CIA qui aurait raté l'acide. Donc Lee Harvey Oswald est l'unique assassin de John Fitzgerald Kennedy. Et il l'a fait tout seul. Je ne pense pas qu'il ait été manipulé, qu'il ait eu le moindre complice. Euh, pour moi, voilà, c'est Lee Harvey Oswald et personne d'autre. Et pour moi, Lee Harvey Oswald est au centre du complot. Dans D'accord. l'assassinat de Kennedy, Mhm. tout le monde veut étudier d'abord John Fitzgerald Kennedy. Mhm. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus à la personnalité de la victime qu'à celui de l'assassin. Mhm, c'est vrai. Mhm. Or, dans les crimes, malheureusement, c'est pas la victime, c'est l'assassin qui décide du crime. Bien sûr, oui. Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Donc, voilà, pour moi, c'est Kennedy qui a été tué le 22 novembre 1963 à Dallas, mais c'est d'abord le président des États-Unis, c'est-à-dire, ça aurait été Nixon qui aurait été élu en 1960, l'histoire aurait été la même, ça aurait été Nixon qui aurait été descendu par Oswald. Mhm. Et c'est donc bien Oswald qu'il faut aller chercher, la personnalité d'Oswald plutôt que tous les affres de la vie et de la politique de Kennedy. C'est pour moi la vraie pierre de Rosette de cet assassinat, c'est l'IRB Oswald. Et je pense qu'on fait une erreur. Voilà. Euh, quand j'entends les émissions sur Kennedy, tout ça, tout le monde a parlé de sa politique, de la guerre froide, enfin tout ça. Bien sûr, ça c'est le décor. Mhm. Mais
celui qui décide du crime, c'est Lee Harvey Oswald. C'est pas... Lui, il se retrouve dans une occasion unique qui va lui permettre de rentrer dans l'histoire et d'accomplir son destin. Mhm. Mais c'est lui qui faut chercher à comprendre ou à... Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire bien entendre là-dessus. Si. Moi, je comprends ta position et tu as tout à fait raison. Il faut étudier le personnage d'Oswald et d'ailleurs, quand on l'étudie, ça nous aide à finalement conclure que c'est tout à fait cohérent de dire que c'est lui le coupable, en plus des arguments que je vais te demander de nous exposer ensuite. Mais comme quelqu'un comme par exemple Gerald Posner, qui a écrit le livre Case Closed, est un portrait finalement de Lee Harvey Oswald. Hein. C'est la chronologie, c'est toute la vie d'Oswald qui est racontée, de sa jeunesse, son enfance et ses études, son séjour en Russie, enfin en URSS, pardon, et ça va crescendo jusqu'à ce fameux 22 novembre 1963. Et donc, tu as tout à fait raison qu'on néglige un peu l'étude du personnage. Et d'ailleurs, c'est drôle, ça me rappelle un argument de, je crois que c'était John McAdams, qui avait dit dans le livre, bon, on n'en a pas encore parlé, mais de David Lifton, Best Evidence, qui est un complotiste qui a dit que l'assassinat de Kennedy était la résultante d'un complot. Il ne parle jamais d'Oswald, en fait. Son livre, il doit faire 700 pages, 750 pages. Il n'y a pas un mot sur Oswald. En fait, c'est complètement absurde. Il n'y a aucun élément. Voilà. Et donc, il est négligé, alors que c'est effectivement, comme tu dis, le personnage important de l'histoire. Tu cites l'exemple de David Lifton, mais combien de livres, de films, même dans le JFK de Stone, Oswald est un personnage très secondaire. Oui. Très secondaire. Magnifiquement joué par Gary Oldman, mais voilà, c'est un personnage extrêmement secondaire, déjà dans ce film, dans le bouquin de Garrison, enfin, ils le mettent tous par terre tes profits. C'est vrai, une petite victime, mais oui, c'est vrai. Et on ne regarde pas l'essentiel. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur cet aspect de la présentation des faits où on néglige finalement l'élément important, c'est-à-dire l'assassin lui-même, quoi. Je suis d'accord. Est-ce que tu aurais un ou deux ou trois ou des arguments clés qui, pour toi, démontrent qu'effectivement, c'est bien Oswald qui est l'assassin? Tu nous as dit clairement que tu dis le seul et unique assassin du président, c'est Lee Harvey Oswald. Qu'est-ce qui te fait dire ça, finalement, alors? L'argument clé, c'est d'abord les études scientifiques qui ont été menées par la commission Warren et par les comités, enfin le HSCA, le comité Assassination, le comité parlementaire qui a été nommé dans les années 70, à la fin des années 70. Et les arguments clés, d'abord, c'est les résultats de l'autopsie. Voilà, donc après une petite coupure, on reprend. Bertrand, tu étais en train de nous parler des preuves scientifiques et tu parlais effectivement du HSCA et des preuves qu'ils ont trouvées pour indiquer que Oswald était donc le coupable. Donc, parmi les preuves scientifiques, c'est d'abord les résultats de l'autopsie. Oui, les résultats de l'autopsie, tu disais, oui. Qui ont été vérifiés par... l'autopsie, d'abord, elle a été faite en 1963 par des professionnels. Quand j'entends dire que Looms ne savait pas faire une autopsie, le mec il a fait 1000 dans sa vie, enfin plus de 2000 dans sa vie. Et qui a été surtout revérifié plusieurs fois. Oui. En 67, en 75, en 76, enfin à chaque fois on tombe sur la même conclusion. Toutes les balles qui ont tué Kennedy, enfin qui ont touché ou tué Kennedy ou touché Connally, ont été tirées de l'arrière et en hauteur. Donc, pas du gratinol, enfin pas du terre-terbeux où les complotistes ont l'habitude de nous placer un tireur. La deuxième preuve scientifique pour moi, qui tombe, c'est que toutes les balles qui ont touché ou tué Kennedy et qui ont touché Connally ont été tirées par le même fusil, le Mannlicher Carcano, que l'on a retrouvé au 5e étage du Texas School Depository, enfin, du dépôt de livres, et qui appartenait à Lee Harvey Oswald. Exact aussi, oui, tout à fait.
Donc voilà, ça concorde. Les preuves balistiques qui ont été, elles aussi, revérifiées par, notamment en 76, avec l'analyse par activation neutronique, voilà, par les plus grands, à l'aide de moyens techniques supérieurs. Et voilà, là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Toutes les balles, elles ont été tirées de l'arrière en hauteur, toutes les balles, elles ont été tirées par la même arme, celle qu'on retrouve effectivement au 5e étage du dépôt de libre. Bon, cette arme, en plus, elle appartenait à l'IRB au sol. Donc ça, ce sont vraiment pour moi des preuves, ou alors on croit plus à la police scientifique. On peut éliminer dans ce cas-là n'importe quelle enquête au monde, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les preuves scientifiques. Après, il y a ce que fait Oswald, le manque d'alibi d'Oswald. Il n'a aucun alibi au moment du crime. C'est vrai. Il s'enfuit très vite du dépôt de livres. On le retrouve une demi-heure, à peu près, un peu plus d'une demi-heure, entre une demi-heure et 3/4 d'heure après, en plein Dallas, où il abat devant témoin un policier. Oui. Il va après se cacher dans un cinéma, où il est retrouvé avec l'arme, le pistolet qui lui a permis de tuer ce policier. Donc l'arme du crime, là encore, il l'avait sur lui. Et donc, et puis après, on va découvrir des tas de choses sur l'IRB au sol. Mais voilà, il y a des choses concrètes qui fait que tout converge vers ce 5e étage du dépôt de livres où se trouvait l'IRB au sol. Donc ça, pour moi, ce sont des arguments difficiles à contourner, quoi. Et je trouve que quand j'entends parler de tirs venus de devant, parce que les gens regardent la position de Kennedy au moment qui soi-disant bascule en arrière, et que ça serait la preuve d'une balle qui aurait été tirée de devant, ça ne veut rien dire. Alors, ce sont aussi des choses que j'ai été me renseigner dans d'autres affaires qui n'ont rien. Ça aussi, j'ai fait ce travail un peu de chercher comment ça se passe dans d'autres affaires qui n'ont aucun rapport avec l'affaire Kennedy. Par exemple, un corps comme ça qui écrit là-bas, il y a, surtout quand celle qui atteint le cerveau, ça devient important de démantibuler, en fait. Il n'y a pas de règle. Il peut tomber en avant, il peut tomber en arrière, il n'y a pas vraiment de règle. En fait. D'accord, ça c'est intéressant. Enfin, c'est ce que j'ai compris en lisant notamment des volumes de police scientifique, etc. Et donc, voilà, donc quand j'entends dire qu'il y avait un type qui, devant, qui aurait tiré, en plus, moi, je ne l'ai jamais vu, alors, même quand j'étais complotiste, je n'ai jamais vu leur type sur les Gracinoles. Ça, j'ai jamais adhéré à ce truc-là. Mais quand j'entends dire qu'un type aurait tiré de devant, bah oui, s'il a tiré de devant, comme le dit le HSTA, c'est un type qui a raté. Son... Bon. La thèse, elle devient un petit peu quand même surréaliste, puisque penser que la CIA ou la mafia ou je ne sais pas qui aurait délégué un tireur d'élite aussi mauvais pour rater Kennedy à 30 mètres, voilà. Oui, parce que d'après le HSCA, s'il y a eu un quatrième tireur, enfin un quatrième tir d'un tireur placé devant, il a raté tout. Il a raté Kennedy, sa femme, le public, la voiture, tout. Voilà. Un miracle que la balle n'ait pas fait de dégâts. Voilà, ça c'est une balle vraiment extraordinaire qui a tout raté. Trouvé, hein, Donc, voilà. D'accord. Et alors, par exemple, moi j'ai une question. On vient de passer le 60e anniversaire de cet événement et il a été médiatisé.
il y a eu beaucoup d'émissions. D'ailleurs, le 22 novembre, bien sûr, on en a reparlé, radio, télé, journaux, magazines, même numéros spéciaux. Et il y a eu même des débats télévisés avec des invités. Et j'allais dire, quasiment tout le monde dans ces médias-là a systématiquement laisse planer l'idée du complot ou même parle clairement du complot. Il y a euh, un intervenant sur LCI qui a dit d'ailleurs que le complot était démontré, il n'y avait même pas à y revenir. Comment tu analyses ça, toi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, finalement, qu'aujourd'hui en France, lorsqu'il y a un événement comme le 60e anniversaire de l'assassinat de Kennedy, en gros 95% des médias vont dire il y a eu un complot ou oh, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne saura jamais la vérité, enfin des choses comme ça. Alors que toi, justement, tu prétends que la vérité, on la connaît et qu'elle a été prouvée scientifiquement. Comment ça se fait qu'ils disent ça alors? Alors, en plus, des journalistes et des fois des historiens, et des gens très très respectables par ailleurs que je suis. Enfin, voilà, moi ça me choque terriblement, ça me gêne terriblement, ça me révolte par moments, parce que je pense que c'est qu'il y a des sites complotistes, des médias alternatifs, tout ça. Il y en a sur le 11 septembre, il y en a sur les attentats terroristes, il y en a, voilà. Ça, c'est une réalité, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Mais que les médias sérieux, qu'ils soient de droite ou de gauche, quel que soit le politique, hein, ça peut aller du Figaro à Libération, enfin, je veux dire, il y a le Monde, que ces médias sérieux, ou les chaînes de télévision comme LCI, etc., France Info, que ces médias sérieux, effectivement, encore vont dire que c'est un complot, probablement un complot, ou on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne saura jamais la vérité, ça me choque assez, oui. Parce que ces gens qui parlent, ces journalistes, enfin, ces historiens qui sont, j'ai rien contre eux, hein, ils sont des sommités souvent, des gens que je peux lire les bouquins. Mais je me dis, mais il n'est pas nul, ils ne connaissent rien de l'affaire Kennedy. Ils ont lu quoi, des bouquins complotistes? Ouais. Alors, en plus de 60e anniversaire, autant le 50e, j'ai trouvé qu'il y avait eu un effort de la presse, en général, pour rétablir ça. Il y avait eu de très bons dossiers faits par Geoffrin, notamment Laurent Geoffrin, qui d'ailleurs lui aussi disait qu'il avait commencé complotiste, et puis bon, lui aussi avait évolué, mais ce qui montrait qu'il avait travaillé à chose. Il y avait eu, enfin, je trouve que voilà, le 50e anniversaire avait été finalement moins. Et puis alors en 60e anniversaire, on retombait, alors il y a eu le bouquin de Paul Landis, là. Oui, oui, oui. Paul Landis, Effectivement. c'est hallucinant, hallucinant. Le gars a changé 4 ou 5 fois de témoignages en 60 ans. Voilà, c'est ça. Déjà, oui, s'il a retrouvé la balle, pourquoi il ne l'a pas dit le jour même, tu vois. C'est supérieur en plus, tu vois. Un agent, enfin, j'imagine que n'importe quel policier, un agent du secret de service qui retrouve une balle, je la mets sur le pancart de Kennedy. Non, mais lui, il a pensé que c'était pas important. Oui, il pense que enfin bon, c'est hallucinant son truc. Bon, ça tient pas debout de toute façon son histoire. Absolument. Non, mais comme ça a été relayé aussi par des grands médias américains, hein, le New York Times, le Washington Post, qui aussi gardent. Alors, je veux dire, ces médias aussi, ils ont leur part de responsabilité. Alors, voilà, je crois que la presse française, elle reprend les médias américains dessus, en fait. Elle lit que les articles. Elle lit pas le dossier. Mais moi, je trouve ça très, très gênant. Parce qu'effectivement, si longtemps, finalement, quand je ne connaissais pas l'histoire, j'étais complotiste, j'étais persuadé d'un complot. Je pense que c'est aussi parce que cette presse, la télévision, enfin, ces médias sérieux disaient que c'était un complot. Oui. Si on m'avait dit tout de suite, expliqué, où est le rapport Warren, tout ça, c'est cohérent. J'aurais été beaucoup moins friand, enfin moins acheteur, moins, je sais pas, je me serais posé plus de questions.
Donc c'est pour ça que je suis révolté, enfin révolté c'est un grand mot, mais je suis un peu choqué que les médias mainstream, enfin ce qu'on appelle mainstream, moi je dis plutôt les médias sérieux, hein, ça peut être vraiment le Figaro, Le Monde, Libération, pour citer les journaux, LCI, France Info, etc., pour citer les chaînes de télévision, enfin, Mhm. ne puissent toujours voilà, prétendre que ça pourrait être un complot ou qu'on ne saura jamais la vérité, parce que ça aussi c'est faux. Souvent les gens, pour s'en débarrasser, Oui. j'ai remarqué chez les historiens, ils vont très bien parler de la carrière politique de Kennedy, ça, ok, ils sont top. Mais alors dès qu'ils parlent de l'assassinat, ça devient lamentable. Ils utilisent ce qui est marqué dans le bouquin de Caspi, les 1000 jours du président Kennedy, on ne Oui. saura jamais la vérité. Mais Voilà. si Voilà. on connaît la vérité, elle est dans, On la connaît, la vérité, bien sûr. Oui, tout à fait. Il faut être honnête et les éléments sont là. Oui, tu as tout à fait raison. Et moi, tu vois, de mon côté, il y a une certaine frustration de, devant ce constat, finalement. Tu vois, c'est pas faute d'essayer d'atteindre ces journalistes en particulier, tu vois, de les atteindre ou en tout cas de communiquer, essayer de leur faire savoir qu'il y a une alternative très crédible et cohérente à la version complotiste, quoi. Je veux dire, ou à on ne saura jamais, ou tout ça. Mais ça marche pas, ça passe pas. On n'est pas intéressant, en fait, quand on dit que la version officielle est vraie. On n'est pas intéressant. On n'a rien à vendre. Alors que si on dit, voilà, il y a eu un complot, on vend du mystère et effectivement, on est beaucoup plus écouté. C'est le paradoxe. Je suis d'accord. c'est Euh, facile de faire de l'argent en faisant un oui. bouquin complotiste sur Kennedy. Mhm. Mais alors, justement, toi qui connais, non seulement tu connais le dossier profondément, mais tu connais aussi ces acteurs parce que tu as fait des rencontres où tu as communiqué avec des auteurs, tu as lu leurs livres, ou tu as pu communiquer avec eux. Et je pense par exemple aux deux auteurs que tu as cités toi-même aujourd'hui, à savoir William Raymond et Thierry Lenz, qui sont deux Français. Qui ont étudié cette affaire et qui tous les deux disent, aujourd'hui encore, 60 ans après les faits, disent qu'il y a eu un complot. Et par exemple, William Raymond, dernièrement, il a fait une vidéo sur le 60e anniversaire et il parle de cette balle unique dont tu as parlé. Lui, il l'appelle la balle magique et il ressort le graphique qui était dans le livre High Treason de Robert Groden avec les personnages Kennedy et Connally qui ne sont pas alignés et en montrant que la balle, elle a fait, elle a tourné à droite, à gauche, enfin, elle est restée in mid-air comme il disait dans le film JFK. Et donc, en expliquant que la balle unique, c'était une impossibilité physique et que donc il y avait eu un complot. Et puis Thierry Lenz, qui a été médiatisé aussi de nombreuses fois et qui dit, voilà, il y a eu un complot, voilà. Et il écrit et il dit à qui veut l'entendre qu'il y a eu un complot dans l'assassinat de Kennedy. Pourquoi des gens comme ça, à ton avis, qu'est-ce qui explique que d'abord que ce soit toujours eux qu'on entend, en l'occurrence Thierry Lenz, mais eux aussi, pourquoi ils continuent de dire ça? Moi, ça m'épate. Pourquoi pourtant, enfin, prenons Terry Lenz, c'est un homme intelligent. Comment peut-il encore continuer à propager, excuse-moi, des conneries? Pour moi, c'est mystérieux. Après, Thierry Lenz sur Napoléon, moi je l'écoutais parce que c'est un grand spécialiste de Napoléon. Oui. Et je pense que voilà, je pense qu'il est très fiable là-dessus. Après, peut-être parce qu'il ne veut pas se dédire, Peut-être que quoi, tu dis? il ne veut pas se dédire, son bouquin continue de se Ah, vendre. oui. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne le connais pas, moi, Thierry Lenz. Mhm. William Raymond, moi, je le connais. Euh, je, là aussi, je pense qu'il ne veut absolument pas se dédire, sur l'assassinat de Kennedy, qu'il ne sortira jamais de sa théorie, même si il prouvait enfin, largement que c'est que des mensonges, ce bouquin. Mais alors, c'est intéressant, tu vois, comme tu dis, il veut pas se dédire et peut-être qu'effectivement il ne peut pas et donc il va être prisonnier de son personnage. Il a écrit un livre en disant il y a eu un complot et il va continuer de le dire tout le temps. Et tu sais, ça me rappelle, bon, toujours cette personnalité de l'assassinat de Kennedy parmi les complotistes américains, donc David Lifton, que j'ai eu la chance de connaître, en tout cas que j'ai rencontré, et qui
était un homme intelligent, ça on le sait, et qui a écrit un livre pour dire qu'il y a eu un complot. Donc lui, c'était par contre une théorie fumeuse pour ceux qui ont lu le livre Best Evidence. Sinon, je mettrai dans cette vidéo la couverture de son livre et les références. Bon, quoi qu'il en soit, ce monsieur qui était intelligent, mais qui disait, excuse-moi, des théories totalement invraisemblables et extrêmes, c'était, j'allais dire, un extrémiste dans le complotisme. Il est resté prisonnier de ce personnage. Il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Il est mort d'ailleurs en décembre 2022, l'année dernière. Il a passé sa vie à courir après des chimères, à vouloir prouver quelque chose qui n'existe pas et à toujours s'enfoncer plus avant et plus profondément dans des théories de plus en plus loufoques, au point que ces dernières idées, elles ont été rejetées par des gens comme Vince Palamara aux États-Unis, qui pourtant était un de ses fans, mais qui a fini par dire ah ben non, là c'est trop, il est allé trop loin. Et ce monsieur, finalement, moi j'avais écrit en 1999 un article en disant j'espère que Lifton va ouvrir les yeux et va reconnaître son erreur. Et puis 20 ans, 24 ans plus tard, il est mort sans jamais avoir reconnu son erreur. Et là, bon, on dépasse le cadre de l'assassinat de Kennedy, je pense que c'est dans la psychologie d'un être humain, mais effectivement, c'est intéressant et c'est drôle parce que tu as répondu comme moi, tu as dit, je ne sais pas pourquoi, il continue de dire des choses qui sont avérées comme aujourd'hui, on sait qu'elles sont fausses, quoi. Le complot est faux et qu'il n'y a pas eu de tireur en face de Kennedy, et pourtant, c'est ce qu'on a entendu lors du 60e anniversaire. Et c'est vrai qu'intellectuellement, ça demande un effort sur soi-même de reconnaître qu'on s'est trompé. Oui. Moi aussi, hein, au début, j'avais pas trop envie de. On n'a pas tellement envie de reconnaître qu'on s'est trompé sur toute la ligne à la base. C'est vrai, mais... Si, enfin, il me semble, oui, que c'est la seule façon d'opérer. C'est d'observer, ben non, là je me suis trompé. Sur ce point, je me suis encore trompé. Mais surtout, une fois qu'on remet les pièces du puzzle et que c'est bien de garder au soi, le puzzle, tu arrives à le. Tout à fait. À le remonter, quoi. Exactement, tout à fait. Une autre chose que j'aimerais bien te demander, donc toi qui as été dans cette génération que j'ai appelée les précurseurs, hein, c'est les débuts d'Internet dans le monde, et donc en France, 98, 99, 2000, et cette génération de chercheurs, on a connu donc notre ami Oswald Dist, entre autres, il y en a eu d'autres, M. Jean-François Hess et d'autres. Est-ce que tu as des anecdotes ou des choses à raconter sur ce parcours personnel que tu as pu avoir et puis sur cet apprentissage finalement et cette découverte de la vérité ou en tout cas des faits sur l'assassinat de Kennedy. Ce parcours-là que tu as vécu, est-ce que tu as des anecdotes ou des choses à raconter intéressantes pour le public que nous sommes? Disons que le jour où en 2003, le deuxième bouquin nous aimerait donc qui est plus intéressant que le premier quelque part, plus centré au moins sur une seule théorie. C'était le dernier témoin, le titre, hein, c'est ça, Billy Solestes. Billy Solestes, ce fameux Billy Solestes, oui. Là, j'ai commencé, moi, je me suis un peu discuté avec pas mal de gens sur le forum parce que j'ai été contre vraiment, notamment sur l'empreinte digitale. Oui. Je connaissais un petit peu le mécanisme des empreintes digitales et enfin bon, tout le truc qui était présenté était incohérent. Oui, pour le public qui n'est pas forcément au courant de cette histoire, en 2003, donc William Raymond a sorti un livre en disant que finalement le commanditaire de l'assassinat de Kennedy, c'était Lyndon Johnson, le vice-président, et il avait que Kennedy, en fait, le tireur, c'était pas Lee Harvey Oswald, c'était Malcolm Wallace, donc William Raymond en avait la preuve puisque on avait retrouvé l'empreinte de Wallace sur l'un des cartons du 5e étage du dépôt de livres et donc ça prouvait que c'était lui effectivement le tireur et que Malcolm Wallace avait fait ça pour Lyndon Johnson et un ami commun, quelqu'un qui connaissait les deux, c'était Billy Solestes et lui, Billy Solestes, avait tout raconté à William Raymond qui enfin nous disait enfin la vérité sur l'assassinat du président Kennedy. Et il s'est avéré que c'était pas du tout son empreinte digitale ou Palmer, que lui-même était en Californie à ce moment-là et qu'il n'y avait absolument aucune réalité dans ce récit, cette invention, cette légende, comme tu disais tout à l'heure. Et donc c'était un fiasco total pour William Raymond. À ce
Voilà, William Raymond, donc, il passait beaucoup dans les médias, il a notamment passé chez Ardisson, Oui. des émissions très regardées à l'époque, et avec des Solestes. Et par exemple, il présentait cette empreinte en disant regardez dans le rapport Warren, il y a une empreinte digitale, une empreinte qui n'a pas été trouvée. Or, dans le rapport Warren, effectivement, il y a une empreinte qui n'a pas été, enfin, on ne savait pas identifiée. Voilà, tout à fait. Mais c'est une empreinte palmaire. C'est pas une empreinte digitale. Ça, donc déjà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais attends, empreinte palmaire, empreinte digitale, excuse-moi, laisse-nous les complotistes mélanger les deux. Donc voilà, bon, en plus, il y a quand même des histoires incohérentes, l'histoire de Johnny Depp, là, enfin, il y a plein de trucs incohérents. Bon, en plus, Billy Solestes, c'est quand même un escroc notoire. Oui. William Raymond le reconnaît. Mais voilà. Et puis la fameuse cassette que l'on n'a jamais entendue. Alors que Billy Solestes, il paraît que c'était l'assurance vie de Billy Solestes, mais Billy Solestes, ça fait combien maintenant, 6 ou 7 ans qu'il est mort? Oui, ça fait quelques années oui, qu'il est mort, oui. La cassette, on n'a toujours pas entendu. La cassette, on entend Cliff Carter raconter à Billy Solestes. Et donc William Raymond parle encore dans sa dernière vidéo. D'accord. Mais quand bien même il nous sortirait des cassettes audio de quelqu'un qui dit quelque chose, de toute façon. D'ailleurs, puisque moi aussi, je peux te raconter, tiens, c'est moi. Bien sûr, oui. Mais c'est vrai que cette époque-là, 2003, que tu cites, là, c'était vraiment une période où, intellectuellement, la communauté des gens intéressés par l'assassinat du président Kennedy était en effervescence. Et il y avait de réels débats. C'était très intéressant. On a tous appris beaucoup de choses. D'ailleurs, on s'est connus tous à peu près à cette période-là, mais on a tous appris par les autres. Sans doute, on a chacun amélioré nos connaissances et c'était une période intéressante, de débat d'ailleurs, intéressant. Et il y avait, parmi cette bande, j'allais dire, de chercheurs intéressés, il y avait Pierre Nau, qui est un spécialiste de l'assassinat également français, qui lui, enfin jusqu'à aujourd'hui, je crois, qui est quelqu'un qui lui défendait l'idée du complot, mais qui en tout cas avait un forum sur lequel on a tous participé aussi également. Ça n'existe plus trop ces forums aujourd'hui. En France en tout cas, je ne pense pas. Nau a toujours son site, mais son forum, il n'est pas tellement actif. Non. Voilà, il a toujours son site, oui, mais on l'entend plus trop non plus. Mais c'était cette période-là, effectivement, qui était intéressante. Et on était quoi, au 40e anniversaire à ce moment-là. Et puis, moi, je pense, enfin, tu vas me donner ton avis, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à 60 ans. C'est énorme. Surtout 60 ans pendant lesquels des dizaines, voire des centaines de gens se sont penchés sur ce dossier et l'ont étudié, ont coupé les cheveux en quatre, et vraiment on l'ont étudié en profondeur, et on n'a toujours pas trouvé de traces d'un complot. On n'a toujours pas trouvé. Alors il y a eu 100, voire 1000 théories, hein, mais on n'a toujours pas trouvé. Je pense que théoriquement, le fait que pendant 60 ans on n'ait rien trouvé alors qu'on a cherché, je pense que ça c'est aussi un élément qui démontre que la version officielle est vraie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, en fait, quand je disais, il y a des plans, il y a les preuves qui montrent que c'est lié au soin, et il y a le manque de preuves pour un éventuel complot. Et il n'y a aucun élément tangible, enfin, des choses que l'on peut recouper, qui montrerait que voilà, même qu'il ait eu des complices. Enfin, voilà, oui. Voilà. Dernièrement, quelqu'un m'avait écrit pour me demander ce que je pensais de ça. On n'a aucune trace du moindre complice d'Oswald, rien. Et le FBI a cherché, enfin, il n'y a pas que le FBI qui a cherché, tout le monde a cherché. On n'a rien, on n'a pas de trace de ça. Et alors, on ne peut pas prouver une négative. Moi, je prétends pas avoir rencontré Lee Harvey Oswald, donc je ne prétends pas savoir connaître ses copains, comme j'allais dire. Mais sa vie, elle a été tellement étudiée
qu'on n'a trouvé aucune trace, rien du tout. Et d'ailleurs, le personnage lui-même, et aussi lui-même par son comportement, avant, pendant et après, j'allais dire, est aussi un élément qui nous sert pour moi, à me convaincre que c'est bien lui et qu'il n'y avait Voilà, personne avec lui, quoi. le personnage, la psychologie du personnage, Oui. voilà, je pense que c'est important pour comprendre ça aurait été difficile de le manipuler. Mhm. C'était un personnage incontrôlable. Ouais. Mhm. Incontrôlable. Il y a un truc marrant, c'est le rapport du KGB sur les Roswell, qui dit, parce qu'il est étudié, il est surveillé par le KGB quand il est en Russie, qui voulait d'ailleurs le renvoyer parce qu'ils ne trouvaient aucun intérêt à ce truc-là. Mais ils disent peu intelligent et, comment ils disent, enfin incontrôlable et peu intelligent, ou du terme. Et instable, voilà, Oui, instable. instable. Oui. Mhm. Ah oui, ça pour être instable, il l'était. Hein. Mhm. Ils comprennent que qu'ils ont un type instable et peu intelligent, à mon avis, ça c'est un peu moins vrai. Il n'a pas le bagage intellectuel, enfin, il n'a pas fait d'études, soit. Donc, en plus, il prend des théories, enfin, il veut exploser les théories marxistes face à des gens du KGB, c'est un peu compliqué pour lui. Euh, mais voilà, ça, je pense que c'est l'instabilité de Swell, c'est une instabilité chronique depuis son enfance, en fait un personnage très difficile à manipuler. Mhm. Oui, alors je suis d'accord avec toi, il était instable. Mais moi, je dis quand même une chose sur lui, il était sacrément débrouillard, le gars, parce qu'à 24 ans, tout ce qu'il a réussi à faire, moi, à son âge, j'en avais pas fait autant. Hein. Non, c'est un personnage. C'est pour ça que c'est pas non plus le type. Voilà, il a une vie effectivement. Il n'y en a pas tant que ça qui en 59 demande l'asile politique en URSS. Ouais, c'est Et une vrai. fois qu'on refuse l'asile politique, fait une tentative de suicide, une fausse tentative de suicide Oui, oui, pour ça qu'il c'est sûr. reste là-bas. Et qui 2 ans après doit venir aux États-Unis et se marie en plus avec une fille, voilà, une fille du pays, soviétique. Oui, oui, Et c'est un personnage, bien sûr, c'est un personnage. c'est un personnage. Mais comme Mais tu as dit tout à un, l'heure, peu, un petit peu psychopathe, enfin, ah oui. mais voilà, Ah oui, c'est bah oui, c'est quand même. Ah oui, non, mais comme tu as dit tout à l'heure, de toute façon, il faut violent, l'étudier comme un homme personnage. très égoïste avec sa femme. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Il a frappé sa femme. Et puis, bon, c'est quelqu'un Puis, qui a. aux États-Unis, il lui a interdit d'apprendre l'anglais. J'ai pas. Oh, ah oui, oui, il interdit à sa femme d'apprendre l'anglais, effectivement. Oui, oui, oui. Non, mais Voilà. il est Les particulier. États-Unis, Il est particulier. parce que pour lui, il veut qu'on parle en russe. Enfin, il est Mhm. très, très particulier. Ah, Après, il est archi par bon. exemple, en langue, il est plutôt pas mauvais. Parce qu'il a appris le russe d'abord il apprend l'alphabet dans un petit bouquin, enfin Oui, dans c'est un un, autodidacte. Hein, oui, oui, oui. Apprendre le et russe de manière il autodidacte, apprend c'est sur déjà. place. Ça Et, demande des efforts. Oui. il parle quand même, il sait parler le russe à un moment donné. Mhm. Donc voilà, c'est un personnage, oui, pas inintelligent, pas quelqu'un, mais qui a sa propre psychologie, totalement égocentrée. Carrément. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais je veux dire, Oswald a tué Kennedy, donc déjà c'est un meurtrier, mais comme tu l'as rappelé, il a tué, 45 minutes après, un peu moins, il a tué un officier de police, un père de famille, un homme marié. Comme tu l'as dit dans une conversation qu'on a eue, il a carrément tiré une balle dans la tête quand le policier est allongé par terre, qui a déjà reçu des balles dans le corps. Donc ça, c'est un meurtrier salopard, quoi. Et puis, en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'en avril de 1963, il a essayé de tuer le général Walker, donc quelqu'un qui est chez lui, et avec son fusil, Oswald vient le soir et il tire. Bon, malheureusement, enfin malheureusement pour lui, mais heureusement pour la victime, donc le général Walker, la balle est déviée par un montant de la fenêtre. Et il n'est pas tué. Mais sinon, je veux dire, Oswald, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre son fusil pour aller tuer les gens. Donc, excusez-moi, mais c'est quand même quelqu'un de. Quand on dit c'est un homme particulier, mais c'est un meurtrier, c'est un salaud, enfin, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais c'est quand même quelqu'un qui a une mentalité particulière, quoi. Oui, c'est un meurtrier. Ouais, il n'hésite pas à tirer sur les gens pour les tuer. Merde, quoi. Après, voilà, oui,
Alors il le fait. Bon, Walker, en plus, c'est quand même un type très d'extrême droite, hein, très marqué à droite. Enfin, alors que le contraire de Kennedy, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi Kennedy. Oui, voilà. Non, et quand bien même il n'aimerait pas les idées politiques de quelqu'un, moi, il y a des gens qui n'ont pas mes idées politiques, j'achète pas un fusil pour aller leur tirer dessus. Euh, Ah, tu n'es pas Oswald, tu n'es pas. Non, je ne suis pas lui. Mais c'est vrai que c'était quand même. Non, mais je veux dire, on n'en parle jamais de ça. On dit il y a eu un complot dans l'assassinat du président Kennedy, on a accusé Oswald. Eh oh, Oswald, c'est pas un enfant de cœur non plus. Il faut arrêter, quoi. Il faut pas le faire passer pour la pauvre victime, ce monsieur. Enfin, je veux dire, il faut essayer tout simplement, sans le juger, au moins dire les choses telles qu'elles se sont passées, décrire le personnage. Ça, c'est important et c'est quelque chose de négligé. Et tu l'as bien rappelé aujourd'hui, il faut étudier le personnage pour mieux comprendre. On ne peut pas avoir un avis sur l'assassinat de Kennedy et dire il y a eu un complot, voilà, c'est le gouvernement américain, ou sans étudier celui qui a été désigné comme coupable. Si on ne l'étudie pas, si on ne connaît pas sa psychologie, son personnage, on peut pas avoir un avis, quoi. Et voilà, moi je suis persuadé, oui, si ça avait été Nixon, il n'y a aucun. Enfin, rien nous a dit que Nixon aurait été plus tendre avec Cuba et avec Castro que l'était Kennedy. À mon avis, ça aurait été le même genre de politique. C'est vrai qu'il y avait. Voilà, il voulait tuer Castro, ça c'est vrai. Après, est-ce que soit le savait, ça, je ne sais pas. Mais, donc, il aurait visé Nixon. Celui qui tue, c'est l'ennemi de Castro. Parce que Oui, soit oui, il tue exalté. le représentant du monde occidental, en gros, quoi. C'est ça, d'après Voilà. moi. Et l'ennemi de Castro, puisqu'à l'époque, c'est quand même la grande affaire de la guerre froide. Il y a eu la crise des missiles, la révolution cubaine en 59, puis la crise des missiles en 62. Il y avait un antagonisme entre enfin, les États-Unis et Cuba, et quoi qu'on pense de cette histoire. Voilà. Et Oswald, c'est un exalté de cette cause, mais un exalté, je veux dire, il, il, est seul. Je pense, par exemple, moi, il y a une théorie qui m'intéresse, c'est ce que c'est de certaines personnes à la CIA qui pensent qu'il y a eu un complot et qui acceptent tout à fait que c'est Oswald qui a tiré, que c'est Oswald l'unique assassin, mais qui disent il a été mandaté par Castro, par les services cubains. Or, même cette théorie-là, j'adhère pas. Il n'y a aucune trace, aucune trace. Il n'y a pas de traces, pas de, comme quoi. Le voyage à Mexico, on sait qu'il est en contact avec, avec le consul, tout ça. Mais bon, ils veulent partout où ils passent, de toute façon, ils veulent s'en débarrasser de soi. Oui, mais c'est intéressant d'ailleurs, tu parles du voyage à Mexico City. Fin septembre 1963, donc Lee Oswald, qui n'arrête pas de changer de vie, hein, qui vient d'aller à la Nouvelle-Orléans et qui ne vit plus avec sa femme qui est à Dallas, pour la petite histoire. Donc fin septembre 1963, donc Lee Oswald va à Mexico City pour essayer d'obtenir un visa pour l'URSS via Ah, Cuba. Via Cuba. Et d'obtenir un visa pour Cuba. un visa pour Cuba, oui. Il va aller à Cuba. Mais il n'y arrive pas. Donc il va en URS, à l'ambassade de Cuba, on lui refuse son visa pour Cuba, et donc il va à l'ambassade de Russe pour dire que son voyage à Cuba est une étape vers son retour en URSS, et finalement, is denied, quoi, comme on dit. Donc on lui refuse, et il rentre, j'allais dire la queue entre les jambes, il rentre à Dallas. Et je pense que ça, on n'en parle pas non plus suffisamment, je pense que ça, sans être un psychologue, hein, cette frustration, cette accumulation de frustration qui se termine par une frustration ultime, puisque c'est quand même un Américain, excusez-moi, il a vécu 2 ans en URSS, donc il parle russe, merde, c'est un ami de la cause, quoi, j'allais dire. Et puis même ses amis lui refusent. Alors il se sent rejeté aux États-Unis, et là, il va chez ses amis, et ses amis le rejettent. Et en plus, il est admirateur de Fidel Castro. Il est l'un des seuls à la Nouvelle-Orléans, justement, il est le seul à Fair Play for Cuba Committee, donc c'est cette association de défense de Fidel Castro. Et donc, il fait des émissions de radio. Donc, il est le petit soldat de Castro, j'allais dire. Donc, on pourrait dire qu'il est héroïque dans ce domaine-là. Et voilà que même Cuba lui refuse l'entrée à Cuba. Il ne peut pas y aller.
et il rentre chez lui la queue entre les jambes, il n'y a plus de boulot et tout ça, puisqu'après, son boulot, son travail au Texas School Book Depository, il le trouvera après son retour de Mexico City. Donc le gars, c'est le loser, enfin, il a tout raté, et donc il y a une frustration énorme. Et je pense que ça aussi, c'est un des éléments, enfin, sans faire de psychologie de bas étage, je ne suis pas un psychologue, mais c'est un des éléments aussi, voilà, il y en a ras-le-bol, il va faire tout péter, quoi. Je suis tout Non? à fait d'accord. C'est un ensemble de frustrations. Oui, Il rate un ensemble de Walker. choses. Il est frustré d'avoir raté Walker. Hmm. Je veux Oui, dire, on connaît ce qui s'est passé entre Marina et lui, enfin sa femme Marina et lui. Une fois qu'il sait qu'il a raté Walker, il est totalement frustré par cet événement. C'est là où d'ailleurs il va partir à la Nouvelle-Orléans. mhm. Oui, pour se faire oublier au début, et puis même pour Bon, changer de vie. Et puis ça marche pas non plus là-bas. Il réussit ça pas marche de choses là-bas, il extraordinaires. a du boulot, voilà. Et après, voilà, il est frustré, effectivement, totalement frustré, que Cuba, pour lui, il a une grande idée de Cuba, enfin, il voit comme mais il se voit en même temps comme les gars de Castro ou de Che Guevara à l'époque. Dans sa psychologie, il faut se rappeler qu'en URSS, quand il est en URSS, il écrit son journal historique. Mhm. Historique. Il se voit comme toujours, il veut être un personnage de l'histoire. Oui. Mhm. Et donc il est extrêmement frustré qu'effectivement tous les gens le méprisent un petit peu. En fait, les officiels sérieux, qu'ils soient d'ailleurs cubains ou soviétiques, le méprisent et voilà, lui disent il faut passer par d'autres canaux que nous. Mhm. Mais ça a dû être dur pour lui. Attention, moi je me dis, ça a dû être dur pour lui parce que tout son monde s'écroule, quoi. Quand tu es rejeté par ceux que tu aimes, il n'y a plus personne, quoi. Et voilà. Et faut se dire, par exemple, tu vois, à un moment aussi, il voulait détourner un avion avec Oui, Marina Florence. oui, Sa oui, femme, oui. Florence. Mhm. Il C'est un de ses avait projets. détourné Les un gens. avion avec une gamine qui devait avoir 1 ou 2 ans à l'époque et sa femme enceinte. Mhm. Ah ouais, C'est non, il était fou sur ça. Mais ça, tu vois, effectivement, ce sont des choses dont on n'entend pas parler. Et lorsqu'il y a eu des émissions pour dire il y a eu un complot dans l'assassinat de Kennedy, on ne parle pas de tout ça. Donc le public ne dans le sait ces pas. émissions, comme dans les films, les bouquins, on ne parle pas de l'hier de soi. Ils Mhm. en parlent très peu. Ils disent, oui, tu vois, enfin, je ne sais pas comment ils le décrivent, un communiste qui serait soi-disant un agent de la CIA pour l'autre. Enfin, il faut bien se rendre compte que non, il n'a jamais été un agent de la CIA. Non, 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 un agent, non, non, non. Je pense qu'il n'a même jamais été engagé sérieusement par une agence de renseignement. Il faudrait être fou pour prendre que. Enfin, comme dit Bugliosi, je veux dire, il arrive en URSS et puis il menace de se couper les veines. D'ailleurs, il le fait, d'ailleurs, dans sa baignoire. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un de stable, de solide, sur lequel Pas fiable. une organisation comme la CIA va se confier, ou en tout cas va confier des missions importantes, quoi, je pense, quoi. Voilà, il n'est absolument pas fiable. Ouais, Non. Valéator qui disait aussi un truc intéressant, en dehors des frustrations, c'est oui, sur la, tu dis, c'est en revenant de Mexico qu'il va trouver son boulot. Il y a une chronologie aussi, qu'un troisième élément, donc en plus des éléments scientifiques, hein, balistique, autopsie, en plus de la personnalité de soi, de son parcours, le fait qu'il ait aussi tué quelqu'un, un flic, etc., 3 quarts d'heure après, il y a la chronologie des faits, qui, à mon avis, est très, très importante pour bien comprendre que ce n'est pas un complot. Oui, oui, oui. La chronologie des faits, tu as raison. Mhm. Par exemple, son boulot, il le trouve par hasard, son boulot au dépôt de l'île. Il le trouve complètement par hasard, par la voisine de la femme qui héberge sa femme. Oui, Et c'est aussi un hasard qu'il soit dans ce bâtiment, puisqu'en fait, cette société a 2 bâtiments dans Dallas. c'est vrai. Il se trouve qu'il est pris, donc c'est 15 jours ou 3 semaines après son retour de Mexico, je crois qu'il est engagé, je ne me rappelle plus, euh, Ah, il est engagé en octobre, ça c'est en sûr. octobre, un mois après, ou 5 semaines après. Ouais, ça doit être ça. Et donc il trouve totalement par hasard ce boulot. Et d'ailleurs, on ne sait pas du tout à l'époque
que la parade présidentielle va passer dans cette rue. C'est vrai. Parce que, donc, pour placer au sol le pigeon, soi-disant dans les complots, à cet endroit-là, il faudrait qu'il y ait un maximum de complices. Déjà, la chronologie des faits, là, elle ne fonctionne pas. Tout se produit par hasard. C'est vrai, et en fait, c'est plutôt Kennedy qui est venu à Oswald que Oswald qui est allé à Kennedy, en fait. Voilà, tout à fait, parce que si, enfin, Ken O'Donnell, c'est lui, je crois, qui a vraiment en dernier recours, qui est chargé Oui. enfin, de déterminer le parcours, déterminer dans quel, c'était au Trademark, où il y avait d'autres bâtiments où il aurait pu aller déjeuner. Mais voilà, donc il faudrait des complices partout, jusque des gens très très haut placés à Washington, les principaux collaborateurs de Kennedy. Ce qui est. Et donc, ça aussi, pour moi, la chronologie des faits, c'est un des éléments qui montrent qu'il n'y a pas de complot. Et peut-être plus encore dans l'assassinat d'Oswald par Jack Ruby, qui est encore là. Je comprends hein, que quand on voit Jack Ruby assassiner Oswald 2 jours après, là, dans les sous-sols du commissariat, le monde entier se dit, bah non, il y a Anguille sous roche, il y a complot là. Mais quand on étudie ce qui se passe, c'est-à-dire d'abord le transfert n'est prévu à 10h du matin la veille, c'est annoncé par le chef de la police, je crois par Curie. C'est la veille au soir, il annonce le transfert aura lieu demain matin à 10h. Il le dit pour les journalistes, hein, pour la presse. Qu'à 10h du matin, finalement, Fritz, le capitaine Fritz, son interrogateur, choisit de l'interroger une nouvelle fois. Bon, en détail de choses, ça a duré pendant 1 heure. Et donc la presse, à 9h30, elle a débarqué dans les sous-sols de Dallas et elle attend. Il y a d'ailleurs les souvenirs de Philippe Labro qui sont excellents aussi. Et où était Jack Ruby à 10h du matin? Jack Ruby était en robe de chambre chez lui. Il n'était pas du tout en train d'attendre Oswald. Il était chez lui en 10h du matin. Il va se rendre dans Dallas uniquement parce que l'une de ces danseuses, comme il a fermé ses cabarets ce week-end-là, par l'œil pour l'assassinat de Kennedy, c'est l'une de ces danseuses qui l'appelle, je crois vers 10h15. Elle a besoin de $20, elle a un sort. Oui. Allô? Oui, je t'entends bien, oui, je t'entends toujours. Et donc, oui, et c'est pour cela qu'il va se rendre à Dallas, qu'il part chez lui vers 11h, qu'il emmène en plus sa chaîne préférée, je crois. Oui. Il se rend non pas au commissariat, mais au bureau de la Western Union. Il faut se rappeler que c'est un dimanche, donc voilà, c'est le centre de Dallas, donc le bureau de la Western Union, c'est dans le centre de Dallas, il est ouvert. Et c'est vers quelle heure? 11h10. Enfin, il se trouve jusqu'à 11h19 ou 11h20. L'heure exacte, je ne pourrais plus la dire. Oui, voilà, vraiment, en plus, c'est vraiment un minutage. Dans les bureaux de la Western Union. Alors que pendant ce temps, Oswald, on commence à transférer Oswald. Et là, c'est en voyant d'ailleurs l'attroupement vers le commissariat de Dallas qu'il choisit d'y rentrer, qu'il réussit à échapper aux policiers enfin, qui surveillaient, qu'il l'aurait peut-être d'ailleurs laissé rentrer, puisqu'en fait, Jack Ruby était connu de la police, ça c'est vrai. C'était pas. Et en fait, c'est au moment où lui arrive en bas qu'Oswald sort des locaux pour être transféré à la prison de Dallas. Donc, pour faire coordonner ces deux événements, ça impliquerait des complicités énormes. Oui, exact. Ah oui, oui, non mais. Que ça soit la police de Dallas, mais aussi les gens de la Western Union. Genre, quelqu'un prévienne, Ruby arrive, donc il faut faire sortir Oswald. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis même, j'allais dire, les gens dans la queue, parce que pour pas faire attendre Ruby plus longtemps, quoi. Voilà,
aurait vraiment fallu, pour faire coïncider l'arrivée de Jack Ruby au sous-sol du commissariat au moment où Oswald doit être transféré, hein, il doit rentrer dans un camion, je crois qu'ils avaient prévu, je ne sais plus, une voiture. Oui, c'est un camion cellulaire, oui, qui est là. Et donc, il faut une coïncidence énorme qui est, à mon avis, impossible à programmer. Et en plus, Absolument. alors quelle idiotie, on veut étouffer un crime, mais on prend pour étouffer un crime un type qui a un peu le look mafieux, même si à mon avis, ça n'en était pas un. Mais bon. Et on le fait alors devant tous les journalistes du monde entier. En direct à la télé, bien sûr. Et puis maintenant, on a quelqu'un qu'on peut interroger là-dessus, quoi, effectivement, bien sûr. Et ça, ah bah ça c'est pour étouffer le crime, c'est pour le réduire au silence. Sans penser que Jack Ruby, il pourrait parler, lui. Bien sûr. Ouais, exactement, mais tout à fait. Et en plus... Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, imagine, finalement, Ruby n'envoie qu'une balle dans le ventre de Oswald. Bon, il s'avère que Oswald meurt, mais il aurait très bien pu ne pas mourir. Et après, donc, vouloir se venger de ses complices qui ont voulu le faire taire. Donc, il a le temps très risqué. Balle, elle touche l'estomac, donc ça va être fatal. Oui, et en plus, il ne vise pas réellement, il vise dans le ventre. On le voit très bien sur les images, il vise dans le ventre. Il ne vise pas la tête. Ni la tête, ni le cœur, ni... Ouais, enfin, après, c'est très rapide, mais je suis d'accord. D'ailleurs, son frère le dit dans un documentaire, il dit oui, il voulait juste lui faire mal, quoi, en lui tirant dans le ventre. Il ne pensait pas le tuer, forcément. Donc, oui, je suis d'accord. Tu as raison, il ne vise pas du tout la tête. Donc, c'est un signe également, ça. C'est également un signe. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que le fait que le tueur de Kennedy se fasse lui-même assassiner, alors ça, c'est la porte ouverte, effectivement, à beaucoup d'imagination. Ouais. Effectivement, que ça, c'est vrai que sur le coup, c'est choquant. Je pense que... Ah oui. Non seulement le président des États-Unis s'est fait tuer 2 jours avant, mais que son assassin, enfin, son principal suspect, ou son assassin présumé, se fasse lui-même descendre dans le sous-sol du commissariat de Dallas, avec toute cette atmosphère de 63, où ça ressemblait, enfin, c'était encore un peu le western, hein, qui s'équipe en Stetson, etc. Enfin, oui, et ça, c'est aussi une frustration pour tous ceux qui voulaient savoir la vérité de la bouche d'Oswald, qui ne l'auront plus, quoi. Et oui, il y a une frustration énorme, historique. Oui. Une bêtise énorme qu'a fait Jack Ruby. C'est une bêtise énorme. Bien sûr, il nous a tous privés d'un procès. Après, moi, je pense que Oswald l'aurait toujours mieux. Moi, je pense qu'il aurait mieux. Va savoir. Je sais, hein, là, je m'avance. Peut-être. Je pense qu'il aurait mieux. Il aurait dit non. Lui, devant Fritz, il ne fait que nier les évidences. Oui, il n'a fait que nier. Et tu sais d'ailleurs, c'est intéressant sur ce point-là, dans le documentaire Oswald's Ghost, le fantôme d'Oswald, il y a Norman Mailer qui, à mon avis, dit quelque chose de très très juste. Il dit Oswald, il allait se faire passer pour un révolutionnaire, un castriste qui a tué le président, donc enfin l'ennemi, j'allais dire l'ennemi du camp du bien de Cuba, l'URSS, tout ça. Mais donc ça, à la limite, il peut se faire passer pour un héros. Et ça, il l'avait prévu. Mais là, dans sa fuite, il se fait il se fait repérer par un policier et il tue ce policier. Et Norman Mailer dit, une fois que vous avez tué un policier, en plus un père de famille qui n'a rien fait de mal, qui ne représente pas le monde occidental ou quoi que ce soit, une fois que vous avez tué un policier, là, ça y est, vous êtes foutu. Dans l'esprit public, vous êtes un moins que rien, quoi. Vous n'êtes plus le héros sauveur du monde, mais là, vous êtes un moins que rien. Et donc, à partir de ce moment-là, il a nié. Et d'après Norman Mailer, enfin, c'est une théorie, c'est une thèse, puisqu'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas prouver quelque chose comme ça, mais il dit, c'est le fait d'avoir tué Tippit. Du coup, il est obligé de nier. Et c'est pour ça qu'il nie tout le temps. Est-ce que s'il n'avait pas tué Tippit, il n'aurait pas nié? Là, moi, je ne peux pas parler, j'en sais rien. Mais en tout cas, Norman Mailer, il dit ça dans le documentaire. Et moi, je dis, ouais, c'est assez cohérent, ça se défend. Le bouquin de Mailer, par contre, est très, à mon avis, très recommandable. Le bouquin de Mailer. Ah oui.
sur Oswald. Et dans le bouquin en français, il n'y en a pas tant que ça des recommandables. Non, mais celui-là a été traduit, effectivement. Et Voilà. Norman Mailer, qui est allé en URSS, d'ailleurs, qui a eu accès à des archives, il était le premier à avoir accès à tous ces documents, et qui a fait effectivement un portrait d'Oswald très parlant. Et Norman Mailer, d'ailleurs, c'est intéressant aussi, son parcours intellectuel. Il est parti, c'était un ami de Mark Lane, et puis il avait même fait la préface d'un livre de Mark Lane, si je ne me trompe pas, et il pensait qu'il y avait un complot. Mais plus il a cherché, plus il a cherché, plus il a cherché, et un peu comme toi, de ce que tu viens de nous raconter, il a fini par ouvrir les yeux, il se dit, ben non, finalement, il n'y a pas de complot, finalement, c'est bien Oswald le coupable. Parce que plus on étudie, finalement, je pense, enfin, ça c'est moi qui m'avance peut-être, mais plus on étudie cette histoire, et plus on est obligé de reconnaître que c'est Oswald le coupable. Et je veux dire, moins on l'étudie, plus on peut être complotiste, parce qu'on n'a pas vérifié, on n'a pas trop étudié, quoi. Même si des gens restent complotistes, même s'ils vont beaucoup. Ah oui, oui, il y en a qui le seront tout le temps. Oui, pour leur raison personnelle. Je suis d'accord. Une autre question, parce que je voudrais te demander, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux jeunes générations, c'est-à-dire pas les gens comme toi et moi, mais des gens qui sont plus jeunes que nous et qui ont peut-être découvert l'assassinat de Kennedy sur YouTube, j'allais dire. Tu vois, pas comme toi ou moi en allant à Dallas ou en lisant des livres ou en rencontrant peut-être des témoins ou chercheurs, mais plutôt en étant chez soi sur TikTok et YouTube. Cette génération-là qui pense forcément qu'il y a eu un complot, ou en tout cas majoritairement, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner? Alors, ça serait. Déjà, il y a ceux qui ont découvert ça avec JFK. Oui. Moi, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de lire le dossier. Après, surtout cette génération qui se nourrit à YouTube et qui avale quand même bien pire en termes de complot que la guerre, l'assassinat de Kennedy, parce qu'il y en a eu d'autres depuis. Je veux dire, ça avait des théories sur le 11 septembre, on en voit aujourd'hui sur le 7 octobre en Israël, enfin, on en voit des théories, ça n'arrête pas, quoi. L'assassinat de Kennedy, ça va être compliqué. Après, il y a le dossier. Le dossier, il est accessible sur Internet. C'est-à-dire qu'Internet, voilà, dans le cas de l'assassinat de Kennedy, Internet est vraiment un outil extrêmement pratique, puisque de chez soi, on accède à tout. À ton époque, il fallait que tu te rendes aux États-Unis pour avoir accès à tout ça. Enfin, je suppose que les annexes, tout ça, toi, tu les as eu là-bas, dans les bibliothèques. Exactement, tout à fait. Là, on les a maintenant chez nous, chez toi, on peut les étudier. Ah, fantastique ce progrès, quoi. Ouais. Et c'est distribué maintenant, voilà, il y a plusieurs sites, que ce soit en PDF ou alors sur le site, ils ont amélioré le site gouvernemental, on a tout maintenant aussi. On a tous les rapports. Après, c'est un travail fastidieux, il y a des milliers de documents, des millions de pages, enfin. Oui, il faut être passionné. Je pense que personne n'a lu sérieusement, même Bugliosi, Vincent Bugliosi, que je pense peut-être celui qui connaissait le mieux au monde, enfin qui a fait le bouquin le plus référencé, le plus dense sur cette affaire, il n'a pas tout lu. C'est impossible de tout lire. Sans compter tous les bouquins, les milliers de bouquins qui sont sortis sur cette affaire. Après, sur les milliers de bouquins, moi je pense qu'il y en a 95%, c'est pas intéressant. C'est vrai. Tu vois, en fait, tu as 5% qui sont vraiment intéressants. Mais après, oui, un conseil à donner aux jeunes, voilà, vérifiez par vous-même. Vérifiez par vous-même. Non, mais c'est une bonne leçon, ça. C'est une très bonne leçon. Vérifiez par vous-même. Après, si je leur dis ça, les gens ne me croient pas, quoi. Même, moi, ça m'arrive de discuter des fois avec des amis, je leur dis, mais non, c'est merdeux, ça. Même moi, ressortent des trucs éculés. Mais non, on voit bien que la balle a été tirée devant. Moi, c'est un argument qui m'en fout. Ok, très intéressant tout ça. Alors, bon, on a parlé 1 heure et demie, c'est déjà intéressant. Enfin, on pourrait encore en parler pendant très très longtemps. Moi, je t'écoute avec grand intérêt. Est-ce que
qu'est-ce que tu as envie de, pour conclure, j'allais dire cet entretien passionnant, qu'est-ce que tu aimerais dire ou parce que moi, je dis que tu fais partie, d'ailleurs, j'ai oublié de le signaler au début, mais tu as fait partie des intervenants pour le congrès du 50e anniversaire de l'assassinat de Kennedy, qui était la seule conférence qui a eu lieu pour les 50 ans de l'assassinat de Kennedy en France, et qui était un congrès de qualité. Malheureusement, on avait prévu de l'enregistrer, de le filmer, et puis je ne sais plus exactement, mais la personne qui devait filmer n'avait pas son matériel. Finalement, on n'a que des photos d'ailleurs qui sont sur Internet, mais pas le film. Dommage parce qu'il y a eu des interventions vraiment de grande qualité, et tu en faisais partie de ce congrès-là. Qu'est-ce que finalement tu as envie de donner comme mot de la fin, j'allais dire, sur tout ça? Le mot de la fin, je ne sais pas, comment dire. Kennedy a été tué. Voilà, on connaît la vérité sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Vous pouvez la connaître. Moi, j'ai voulu connaître la vérité, savoir qui avait tué Kennedy. Aujourd'hui, je le sais, mais je le sais par un travail. Alors, on ne vous demande pas de nous croire sur parole. Allez vérifier vous-même. C'est très très bien ça. Tu as tout dit, on connaît la vérité. Et si vous voulez, ben, allez vérifier par vous-même. Et c'est très très bien. Et je pense que c'est un excellent mot de la fin. Et surtout, c'est un message auquel j'adhère complètement, quoi. Et d'ailleurs, je pense comme toi. Et je pense que si les gens font ces vérifications, ont la curiosité d'aller vérifier, comme tu dis en plus aujourd'hui, euh, tout le monde a accès à une multitude de documents auxquels toi et moi n'avions pas accès lorsque, à nos âges, on a commencé à s'intéresser à cette affaire. Aujourd'hui, les gens ont les documents à disposition et s'ils creusent un peu, ils vont effectivement obtenir les réponses et eux aussi pourront dire on sait qui a tué Kennedy, en l'occurrence Lee Oswald. Je suis d'accord avec toi. Mhm. Lee Oswald et lui seul. Et lui seul, tout à fait, et lui seul. Voilà. Et on le dit parce que ce sont des faits, quoi. C'est juste déclamer les faits la réalité telle qu'elle est, quoi. C'est pas juger, c'est pas donner un avis, c'est dire les choses. Voilà. C'est un fait. Ce sont des faits, ce ne sont pas des buts de l'esprit, ce ne sont pas des opinions. Voilà. Oui. Voilà. Une opinion, c'est montré il y a des preuves scientifiques d'abord. Et avant tout, il y a des preuves scientifiques. Mhm. Après, il y a l'enquête qui la montre, il y a des témoignages aussi, il y a quand même des témoignages intéressants. Cordon, De son père, Robert Oswald, qui est décédé aujourd'hui, mais je trouve un bouquin aussi très intéressant, le bouquin de Robert Oswald. Il y a, il y a tous les témoignages de tous les gens qui étaient là, notamment des livres. Enfin, il y a des tas de témoignages. Il y a cette chronologie aussi, pour moi c'est important. La chronologie des faits est très importante pour bien comprendre l'histoire Kennedy. Et ça, c'est primordial. Parce que les complotistes, oui, ils ont tendance, la chronologie, ils s'arrangent. Hein. Mais voilà, rien que pour placer Oswald là où Kennedy va passer, la chronologie montre que ça ne pouvait pas programmer telle chose. Donc voilà, preuve scientifique, parcours d'Oswald, parcours psychologie, personnalité d'Oswald, chronologie des faits. Ça me va bien. Très bien. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Mais en tout cas, merci beaucoup, Bertrand, pour le temps que tu nous as consacré. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et vraiment, c'était un entretien de qualité. Et puis, encore une fois, j'adhère. Bon, on se connaît depuis longtemps, toi et moi, mais j'adhère à ta façon de penser. Déjà, je respecte beaucoup ton parcours et puis l'honnêteté que tu as eue. Et j'adhère aussi à tes conclusions et à ta façon d'avoir réfléchi sur ces éléments. Et on pense sensiblement, toi et moi, la même chose. On est d'accord sur la conclusion. Effectivement, un seul tireur. Et enfin, excuse-moi, je bégaye un peu, et c'est malheureusement ce que beaucoup de journalistes
n'osent pas dire ou ne savent pas dire. Et là, c'est un peu notre combat. On continuera de dire les choses telles qu'elles sont en espérant que on soit plus écouté. Je pense que le combat pour que les journalistes, les historiens, enfin des gens sérieux, on ne leur demande pas d'aller de faire le travail que l'on a fait, mais qu'ils arrêtent de dire voilà, probable complot ou tout ça, en se basant ah mais regardez, le rapport de la HCA a conclu un complot. Oui, c'est que non, il a d'abord conclu que c'était Lee Harvey Oswald, le tireur. Ouais. Ça, c'est le premier point. C'est quand même le premier point du rapport Bien de la sûr. HCA. Bien sûr, mais tout à fait. Et c'est ça qui, voilà, il y a trop. Mais en même temps, ça c'est un révélateur, et c'est le cas pour d'autres histoires, bien sûr, où on peut propager des sottises ou des contre-vérités par manque de vérification, tout simplement. Et ça, c'est un péché, j'allais dire, pour les journalistes, qui doivent avoir euh, une rigueur intellectuelle. Et à ce propos, moi, je suis proche d'un journaliste qui s'appelle Monsieur François Dufour et qui a une intégrité intellectuelle et morale admirable et qui écrit toujours dans ce sens-là. Il dit il faut parler des faits, pas des suppositions. Voilà, quand on rapporte quelque chose, on doit parler des faits. Et malheureusement, ça n'est pas suffisamment. Le témoignage de Philippe Lapot, qui est très très intéressant, je trouve, parce que lui, il n'était pas le 22 novembre, il est arrivé, enfin, c'est quand même un des deux seuls journalistes français qui étaient sur place. Et je trouve que c'est très très intéressant. Oui, d'ailleurs, oui. L'histoire, lui. Et Je voilà, il en est à la même conclusion. Oui, je mettrai la référence d'ailleurs en surimpression sur cette vidéo. Je mettrai les références, notamment le livre de Philippe Labro, dont tu viens de parler, le livre de Vincent Kivy, le livre de François Dufour, bien sûr. Trois livres qui sont sortis pour le 50e anniversaire en France, donc en 2013, et qui ont vraiment, je pense, qui sont complémentaires bon, et qui nous rejoignent dans leurs conclusions. Et le livre de Labro, qui est d'abord un livre de souvenirs, puisque effectivement Philippe Labro était l'un des, comme tu l'as dit, l'un des journalistes français qui était sur place. D'ailleurs, Philippe Labro a parlé à Jack Ruby. C'est quand même waouh. Bon, rapidement, je veux dire, sans savoir ce qui allait se dérouler, puisque le lendemain, mais Labro est arrivé le samedi à Dallas. Mais effectivement, il a parlé à Jack Ruby. Il a été dans ce chaudron qui était la police de Dallas, les couloirs du bâtiment de la police de Dallas, ce week-end-là, qui était un week-end complètement fou. Il n'assiste pas à l'assassinat d'Oswald parce qu'il est en train de téléphoner à Paris à ce moment-là. Il n'avait pas pris son iPhone. Quand Oswald sortirait, enfin, serait transféré, parce que lui, il est en train de téléphoner à son rédacteur en chef, je crois, à Paris à ce moment-là. Oui, effectivement. À l'époque. Mais il raconte tout ça dans son livre, et c'est vraiment un livre, je le mettrai en surimpression aussi pour que les lecteurs intéressés, et d'ailleurs je les invite à lire ces livres parce qu'ils sont tous, vraiment, je les recommande, sont des livres intéressants et puis qui vont vous apprendre pas mal de choses. Effectivement, en tout cas, je te remercie. En tout cas, Monsieur Bertrand Maury, un grand merci pour cet entretien qui m'a vraiment fait plaisir, un entretien de qualité et vraiment, je suis très content. Je vais mettre ça en boîte et puis donc, bonne continuation et à bientôt et encore merci. Merci. Ciao. Au revoir.